Je m'appelle Rose de Tahiti. Rose, c'est un prénom que je me suis donné il y a quelques années, en 2022. Au départ, mon prénom de naissance est Annabelle. Je me définis comme une facilitatrice en accomplissement humain dans le rôle que je suis actuellement en train de jouer, qui est dans le fait d'accompagner des personnes sur leur chemin de découverte de soi. Et donc, j'aime bien ce terme facilitatrice, en fait, faciliter, accompagner. Je ne me considère pas être une experte dans le fait de trouver sa voie, puisque moi-même, je chemine en même temps que les autres humains que j'accompagne. En revanche, j'ai une certaine connaissance d'outils, d'écueils à éviter sur ce chemin de découverte que je souhaite mettre à profit auprès des gens que j'accompagne. Ensuite, je suis apprentissage, c'est-à-dire que j'ai à cœur d'apprendre les principes de sagesse au quotidien. Euh, Ensuite, je suis aussi souveraine. Enfin, en tout cas, je m'efforce de l'être. J'ai à cœur d'être autonome dans ma vie, de faire mes choix par moi-même, d'avoir le pouvoir sur ma vie, dans mes choix au quotidien, dans ce que je peux décider pour moi, pour mon bien-être et pour celui de mes proches. Et je me sens aussi libre, libre d'être qui je suis, de me présenter au monde extérieur tel que je suis, avec mon authenticité, ma vérité. Oui, bien sûr, le fait d'être maman a un impact indéniable sur qui je suis et ce que j'ai envie de transmettre. J'ai cette volonté effectivement d'avancer dans la conscience, d'appartenir à un collectif sur cette planète et donc le fait d'être mère, m'oriente, vers le souhait de savoir qui je suis et de savoir ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant pour qu'elle-même, elle puisse, trouver une voie d'épanouissement personnel. Oh que oui! Bah, en fait, il y a quelques années, j'étais enseignante au CNAM. Je donnais des cours en ressources humaines. Et dans mon séminaire, en fait, j'avais introduit la notion de génération. Donc, génération, les baby boomers, génération X, dont je fais partie, Y, Z. Et donc, moi, je suis de la génération X. Donc, X, comme le fait de se nier, en fait, comme le fait d'être barré, comme étant une génération sacrifiée. Par exemple, donc mes parents sont de la génération des baby boomers, donc eux, ils ont vécu le plein emploi, ils ont vécu bon, les 30 glorieuses, la retraite à 55 ans à taux plein. Et nous, bah, génération X, on a connu le chômage, on a connu le fait de devoir être diplômé pour trouver un travail. Et encore, ça ne nous a pas protégés contre de la précarité ou le chômage, justement. J'ai beaucoup évolué en entreprise. Et dans le monde de la formation, j'ai vu qu'effectivement, à chaque génération, il y avait des signes, des points communs, des comportements, des familles de comportements qui émergeaient et qui étaient différentes de celles qui précédaient. Nous, je pense que Génération X, on a été très obéissants par rapport aux diktats de la société, où bah, on a fait ce qu'on pensait devoir faire au regard de ce que les médias, la culture, la société nous dictaient, en fait. Moi, je sais que j'ai fait un bac plus 5 parce qu'à l'époque, j'avais la croyance qu'il fallait faire de longues études pour se prémunir d'une quelconque précarité ou en tout cas pour avoir un bon salaire, pour avoir une belle vie, etc. Et au fil des générations qui nous ont succédé à nous, cette génération X, bah, je me suis rendu compte que bah, les générations qui arrivaient étaient beaucoup plus décomplexées par rapport à ces notions-là, à la notion de diplôme, à la notion de statut social, et que plus ça va et plus les jeunes générations, justement, s'écoutent, écoutent leurs besoins, sont décomplexées par rapport aux normes sociétales, mais qui, de toute façon, ces normes-là sont en train de s'effondrer, puisqu'on est dans un changement de paradigme. Je pense que ça n'aurait échappé à personne de dire ça. Et donc, il y a une forêt qui pousse en même temps qu'il y a des gros arbres qui tombent dans cette forêt. Et donc, on vit une transition. Et je pense qu'au plus on va évoluer dans cette transition-là, au moins les diplômes auront d'importance, au plus les entrepreneurs, les recruteurs
regarderont davantage le profil de la personne, les expériences qu'elle a pu vivre, ce qu'elle en a fait, qui elle est ce que la personne se connaît, est-ce qu'elle est saine d'esprit, est-ce qu'elle a du bon sens, est-ce qu'elle est capable, de se remettre en question. Le regard que j'ai sur ce parcours, c'est, un regard, plutôt positif, dans le sens où j'ai la sensation d'avoir été guidée tout au long de ce parcours dans mes choix, sans la peur déjà, avec la confiance que je pouvais réussir, tout ce que j'entreprenais. Ce qui fait que ça m'a ouvert pas mal de portes, parce que j'avais vraiment confiance en moi, en fait, et en mes capacités d'apprendre des nouvelles choses et de redémarrer de nouveaux projets professionnels à plusieurs reprises. Ce qui fait que mon parcours a été, riche, varié, atypique au niveau de la formation, puisque, après mon bac, bon, j'ai passé un bac sciences éco. Je suis allée en IUT technique de commercialisation à Bordeaux et bon, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas une commerciale. Je détestais vendre, mais par contre, ce que j'aimais bien, c'était le fait d'être, avec d'autres personnes, de communiquer, l'esprit d'entreprise aussi m'habitait déjà à l'époque, même si j'en étais pas consciente. Et donc à l'issue de ce DUT, je me dis: «Mais, non, en fait, je veux pas aller vendre, je veux pas être une commerciale». J'ai l'opportunité d'avoir une année de césure, et où je prends le temps de réfléchir à ce que je veux faire et au bout du compte, je vais, poursuivre mes études en sciences de l'éducation. Donc rien à voir avec, le commerce. Donc je vais obtenir une licence, puis une maîtrise où je vais me spécialiser en formation de formateurs d'adultes. Mais là, en fait, le système, universitaire tel qu'il existe à l'époque est totalement, sclérosé, fermé, dogmatique, il y a aucune ouverture sur le vrai monde, j'ai envie de dire. Ça reste purement universitaire et purement théorique et du coup, en maîtrise, je me souviens, je me suis inscrite au Pôle emploi, enfin, à l'époque, ça s'appelait la NPE, en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» et je tente le concours d'IUFM, que je rate parce que je le travaille pas, hein, je bosse pas et en même temps, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je tente le concours aussi de la NPE pour travailler en tant que conseillère à la NPE à l'époque et je n'obtiens pas le concours non plus, parce que je ne le travaille pas. Je fais pas l'effort de le travailler et mais du coup, c'est pas grave, ces 2 échecs pour moi ne sont pas vraiment des échecs, c'est juste des expériences. Et quand même, la vie me met sur mon chemin des rencontres, enfin des personnes que j'avais connues, dans mon cursus en IUT, des enseignants, qui, œuvrent, donc à l'Institut d'administration des entreprises de Bordeaux, en tant qu'enseignant, en DESS, gestion des ressources humaines et je me dis: «Ah mais oui, mais c'est ça», comme ça je boucle la boucle, j'obtiens mon bac+5, qui va me prémunir contre la précarité et les ressources humaines m'attiraient beaucoup. Le monde de l'entreprise quand même m'attirait. Et donc voilà, pour ce qui est de ma formation initiale, c'est ce que je vis et puis, juste après donc je vais, démarrer, dans le monde de la formation en entreprise. Je vais démarrer en tant que chargée de formation, puis responsable de formation. Donc au départ dans un hôtel, une chaîne internationale qui s'appelle Le Méridien. Ensuite, dans une compagnie aérienne, ici à Tahiti. Pendant 5 ans, je vais être responsable formation. Donc je m'occupe, de tout l'aspect réglementaire, mettre à jour les habilitations, des personnes qui œuvrent dans l'aérien notamment, où il y a beaucoup de réglementation. Et puis aussi, j'élabore un statut du formateur interne, je pousse les salariés à justement venir un peu dans le monde de la transmission. Voilà, ça va être très épanouissant, mais je me rends compte que, le monde du salariat, est un peu étriqué pour moi et que je me sens pas forcément, libre de faire ce que j'ai envie de faire et je trouve que c'est très contraignant, d'être salarié et du coup, je vais me mettre à mon compte, au bout de quelques années et je vais commencer à faire du consulting en ressources humaines, de la formation pour adultes j'accompagne les entreprises pendant un temps, pendant plusieurs années. Suite à ça, mes choix de vie vont m'orienter vers un retour en France puisque là, mon parcours professionnel a démarré en Polynésie et donc je rentre en France en 2007 et là, j'atterris dans ma région d'origine, donc qui est en Périgord, à côté de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze et là, les cartes sont rebattues. Le contexte économique est pas le même,
Et, euh, et du coup, je vais monter un commerce avec la cousine de mon mari, un commerce de prêt-à-porter, accessoires, décoration. Et ça va être très épanouissant pour moi. Euh, je vais pouvoir exprimer un petit peu justement mes élans créatifs à travers cette entreprise. Et je vais mieux comprendre le choix que j'avais fait post-bac, qui était d'intégrer un IUT Tech Deco, puisque du coup, là, ça va me servir d'avoir eu cette formation. Je vais pouvoir utiliser quand même certaines connaissances dans cette création d'entreprise, dans cette première création d'entreprise. Bon, au bout de 2 ans, le commerce marche. Bon, c'est assez épanouissant de gérer les approvisionnements, d'aller à Paris. Mais bon, après, bah, une fois que ça roule, bon, ça m'attire plus en fait, puisque donc la vente, c'est toujours pas mon truc. Et donc là, je vais revenir à mes premières amours. Je vais entamer une reconversion en tant que consultante en transition professionnelle, là, pour le coup. Et donc, je vais me lancer dans l'accompagnement en bilan de compétences, en accompagnement VAE, euh, en coaching d'orientation pour les jeunes. Donc là, je vais recréer une entreprise et, euh, et ça va être très, très épanouissant pour moi. Ça va durer à peu près une quinzaine d'années. Euh, mais le secteur, là aussi, va devenir de plus en plus difficile à manœuvrer. Il va y avoir beaucoup de réformes sur la formation professionnelle, donc beaucoup de financements qui disparaissent du jour au lendemain, donc il faut rebondir. Donc là, pour le coup, je vais multiplier enfin, différents statuts. Donc, je vais être chef d'entreprise, salariée, auto-entrepreneuse. Et en plus, ça va se faire, voilà, en fait, ça va se faire dans un sens qui pourrait paraître régressif, puisque j'ai démarré en créant une société. Puis après, donc, j'ai été auto-entrepreneuse et j'ai terminé à la fin des 15 ans. J'étais en CDD. À l'AFPA, j'enchaînais des CDD, donc c'est rigolo parce qu'on pourrait penser que c'est une évolution à reculons. Mais en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Euh, et puis, mes choix de vie ont fait que je suis revenue vivre en Polynésie en 2018. Et là, entre-temps, j'avais suivi une formation de coach certifié qui m'avait vraiment poussée à m'aligner avec mes valeurs, avec qui j'étais, avec ce que je voulais. Et à ce moment-là, donc, je lis le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant ou la révolution de l'éducation. Et je suis bouleversée par ce livre et s'ensuit une idée qui va me talonner pendant plusieurs mois, qui est de créer une école alternative. Et du coup, en 2018, quand je reviens à Tahiti, j'ai ce projet de créer une école alternative à Tahiti. J'ai bien avancé sur le projet. J'ai déjà toute la communication qui est faite. J'ai le matériel. Je trouve le lieu facilement, etc. Et puis, les aléas de la vie vont faire que ce projet ne va pas aboutir et que je vais devoir mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pendant 5 ans, voire un peu plus. Et du coup, ma vie professionnelle s'est arrêtée pendant 5 ans, mais c'est parce que j'ai été invitée comment dire, à plonger en moi, dans mes ombres et à faire du nettoyage. Et je me rends compte à quel point ce nettoyage était nécessaire pour être celle que je suis devenue aujourd'hui et surtout les qualités que je dois mettre en œuvre pour accomplir ce projet actuel qui est enfin, d'accompagner les personnes à trouver leur voie. Alors, mes parents disaient de moi que j'étais une enfant sauvage. Quand j'étais toute petite, je pleurais beaucoup. Je n'aimais pas les adultes. Je n'aimais pas manger. Mes parents se faisaient beaucoup de soucis quant à ma santé, en fait, et me forçaient à manger parce qu'ils avaient peur que je meure de faim. Et je me souviens que je me sentais incomprise en fait, dans ce monde et je n'avais pas le sentiment d'être à ma place. J'étais une enfant très studieuse, mais avec des facilités. Je me souviens plus ce qu'il y avait marqué sur mes bulletins d'école. Je sais que j'étais souvent la première de ma classe. On a beaucoup déménagé avec ma famille. Et au moment du passage de sixième en cinquième, bon, alors jusqu'en sixième, je suis
Je suis très bonne élève. Je suis une excellente élève. Et en cinquième, on change de ville, on change d'établissement. Et là, ben, mes notes dégringolent sans que je comprenne vraiment pourquoi, du jour au lendemain. Et, et c'était un peu un fil rouge, mes notes. En fait, c'était la seule chose de stable qu'il y avait dans ma vie à cette époque-là. Et là, comme j'entre dans l'adolescence et donc dans la rébellion, euh, je décide que c'est pas grave que mes notes aient baissé. Et, euh, et donc, je vais faire le strict minimum pour que ça passe toujours, en fait. Et je vais faire comme ça jusqu'au bac. Je pense que j'étais à la fois extravertie, enfin, déjà extravertie quand j'étais enfant, mais j'avais quand même une certaine timidité, surtout par rapport aux adultes. Donc, je sais que j'étais mal à l'aise, en fait. Avec les adultes, je ne savais pas ce qu'ils attendaient de moi, en fait. Et j'avais la sensation que j'avais pas forcément mon mot à dire dans ce monde-là. Parce qu'on ne me demandait jamais mon avis, donc j'étais plutôt effacée, en fait, je pense, si on interroge les adultes de l'époque qui m'ont connue. C'est pas évident. Je dirais peut-être 50-50. Je dirais moitié-moitié. En fonction des situations dans lesquelles j'ai pu être, bah, ça a été soit l'un, soit l'autre, en fait. Je sais que pour mon choix d'orientation, après le bac, si j'avais vraiment écouté mon cœur me disait de partir en fac de psychologie. Justement parce que je ne comprenais pas le monde des adultes, j'avais envie de comprendre comment fonctionnait l'humain. Et pour moi, voilà, je me disais que c'est une bonne façon de résoudre ce problème. Et je me sentais vraiment attirée par la psycho. Et d'ailleurs, lorsque j'étais en sciences de l'éducation, en maîtrise, j'ai eu l'opportunité de valider un module de maîtrise de psychosocial. Et ça m'a beaucoup plu. Et bah, je me disais que j'aurais pu faire psycho, en fait. Et au lieu de ça, j'ai choisi une formation en commerce qui m'a pas spécialement plu. Je me suis un peu forcée à la choisir. Parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était une formation qui avait le vent en poupe. On disait, ouais, IUT Techdeco, c'est top, ça a une bonne réputation avec ça, tu peux tout faire. Et donc, ça a été plutôt subi, ce choix-là. Non, puisque j'en ai quand même fait quelque chose. Et puis, bah, j'ai rencontré des amis dans ce cursus-là. Et je regrette pas, du coup, de l'avoir vécu, même si c'était pas la panacée pour moi. Même si voilà, je n'apprenais pas des choses qui me transcendaient. C'était pas grave parce que j'avais des compensations. Alors, les valeurs qui me guident sur mon chemin, bah, c'est l'amour, dans un premier temps. Pour moi, agir avec le cœur, c'est ça, c'est être dans l'amour, donc c'est-à-dire écouter son cœur. Et pour moi, écouter son cœur, ça, c'est s'aimer, en fait, d'une certaine façon. Et donc, je suis beaucoup guidée par l'énergie de Jésus-Christ qui prenait l'amour. Et ça, c'est voilà, je pense que c'est la première valeur qui me guide au quotidien, d'essayer d'aimer les autres comme moi-même. Alors, c'est pas bien sûr, hein, c'est pas un travail qui est facile à faire. C'est un travail quotidien, justement. Donc voilà, ça c'est une première valeur. Ensuite, bah, la bienveillance, en fait, hein. L'accueil, la bienveillance, accueillir autrui comme il est. Une autre de mes valeurs, c'est l'authenticité et la vérité. Je déteste le mensonge et je ne sais pas mentir. La simplicité aussi fait partie de mes valeurs. J'aime les choses simples, de compréhension, simples, de fonctionnement. J'aime pas tout ce qui est alambiqué. J'aime pas tous les process, tout ce qui est administratif, ça me rebute. J'aime les choses qui vont de soi. Alors, oui et non. Non, si on n'a pas suffisamment confiance en soi et qu'on s'en remet à autrui dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire si on va embrasser une carrière de salarié toute sa vie, à certains moments, on n'aura peut-être pas l'opportunité de pouvoir incarner ses valeurs pleinement.
dans la sphère professionnelle. Si on est dans une entreprise qui nous dicte des règles de comportement, de fonctionnement, qui ne sont pas forcément en adéquation avec nos valeurs. Et oui, pleinement, je pense qu'on peut incarner ces valeurs dans le monde professionnel si on entreprend, si on crée sa propre activité à son image, justement en exprimant ses valeurs à travers son activité. Je pense que ça peut être une vraie voie d'épanouissement personnel. Alors, je pense que le trait de caractère qui permet ça, ou le comportement, ou la croyance, c'est la confiance en soi. C'est avoir confiance que la vie est bien faite et que le hasard n'existe pas et que si c'est vraiment important pour soi d'incarner une valeur avant même d'exercer une quelconque activité, bah, ce sera possible. Quel que soit ce qu'en pense l'extérieur, l'entourage, un des autres comportements qui aident, qui facilitent à pouvoir vivre sa vie selon qui on est pleinement, c'est à se départir du regard de l'autre et à faire ses choix sans être influencé par l'extérieur, parce que bien souvent, justement, quand on a cette confiance en soi, on joue tous un petit l'effet miroir, hein, vis-à-vis d'autrui et donc on peut susciter des jalousies. On peut renvoyer quelque chose qui va gêner autrui, en tout cas les personnes qui sont pas alignées avec leurs valeurs et ces personnes-là peuvent, essayer de nous influencer, à rester justement dans une certaine forme d'immobilisme, à ne pas entreprendre la vie, qu'on a envie de mener, parce que ça serait trop de remise en question qui serait générée à travers ça, en fait. Donc souvent, quand des personnes osent, elles vont subir des obstacles de ce genre, qui vont être des résistances, dans l'entourage, des peurs qui vont se reporter, sur elles, alors que ces peurs ne lui appartiennent pas. Et donc là, il faut avoir ce discernement, cette force de caractère de dire: «Non, non, je ne me laisse pas influencer et je sais ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour moi, ici et maintenant». Je ne sais pas effectivement, dans 6 mois ou dans 2 ans, où je serai, ce que je ferai, mais là, je sais que ici et maintenant, c'est ça que je dois faire. C'est ça mon appel, en fait. Donc c'est suivre son appel, sans se dire: «Ah, mes parents vont pas être d'accord». Bah, pour moi, ça a été le fait de venir à Tahiti pour la première fois, en fait, puisque c'est une destination qui m'a appelée quand j'étais petite. C'est un peu comme un rêve d'enfant que j'ai réalisé en venant vivre, ici, à l'âge de 20 ans pour la première fois. Heu et donc le fait de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, la douceur de vivre ici est extraordinaire. Ça a forcément eu un impact sur moi, sur ma façon d'aborder, la suite que j'allais donner à mon parcours et je pense que j'ai fait des choix, qui ont été vraiment influencés par ce contact avec la Polynésie. Ensuite, il y a des œuvres, hein, il y a des films qui m'ont marquée comme, Solutions locales pour un désordre global, de Colin Serrault, qui a commencé un petit peu à éveiller des questions, en moi. Puis, le film La Révélation des pyramides, qui est venu, un petit peu, ébranler, les enseignements qu'on m'avait transmis à l'école sur notre histoire et ces voilà, ces œuvres-là, m'ont guidée vers le questionnement, la remise en question de l'ordre établi. Et je pense que tout ça, ça c'est arrivé en même temps que le projet de créer une école alternative, puisque en lisant le livre de Céline Alvarez, je me suis rendu compte qu'on marchait sur la tête, en fait et j'ai compris pourquoi, j'avais pas aimé l'école, le temps que j'y étais. Pourtant, j'étais bonne élève, hein, mais parce que j'étais obéissante, en fait. Mais en fait, j'ai pas aimé du tout, l'école, j'ai pas aimé obéir, j'ai pas aimé ce qu'on m'a enseigné, ça m'a pas parlé et maintenant je comprends un peu pourquoi. Je pense que beaucoup de choses, qui nous sont enseignées, ne nous sont pas utiles, dans la vie de tous les jours. Je pense que ce que j'ai dû retenir, en 20 ans d'école, c'est la règle de 3 et puis, voilà quoi. Moi je sais bien écrire, enfin je sans trop de fautes d'orthographe, on va dire.
Je pense que je peux m'exprimer. Voilà, je suis pas illettrée, mais, mais honnêtement, mis à part le fait de m'avoir offert un cadre d'évolution sociale, enfin de connexion à l'autre, euh, je peux pas dire que l'école m'ait transmis énormément de choses inspirantes en fait. Et c'est valable aussi pour l'université. Les diplômes que j'ai obtenus, tout ce que j'ai appris pendant mes études universitaires ne m'ont absolument pas servi après dans mon parcours professionnel. Tout ce que j'ai eu à mener comme activité dans mon parcours, je l'ai appris sur le tas au moment où j'étais en poste en fait. Oui, je crois beaucoup dans la pédagogie active, l'auto-formation, le fait d'être autodidacte, le fait d'apprendre par soi-même, sans contrainte d'unité de compétences et de diplôme. Ouais. Je pense que tout s'apprend sans forcément passer par une école normée, labellisée par l'État français. Ah, je pense que c'est amené à disparaître. Quel que soit l'âge, je pense que c'est pas pour rien que l'apprentissage a existé, le compagnonnage. Et je pense que c'est des choses qui vont se remettre au goût du jour, petit à petit. C'est le bon sens, en fait, qui doit prévaloir et obtenir une habilitation pour avoir une habilitation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça fait plus sens, quoi. Bah, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en parlant de Jésus-Christ, bah, c'est donc, enfin, j'ai évoqué Jésus-Christ par rapport à la valeur amour. En ce moment, je suis beaucoup en train de chercher les enseignements laissés par Jésus, de les comprendre, de les assimiler et de les incarner, de les vivre. Donc, mes autres sources d'inspiration, c'est l'art. En fait, j'ai la sensation que l'art m'aide à exprimer qui je suis. Quand je crée une vidéo, quand je dessine, je me sens vraiment moi-même. Il n'y a pas de finalité dans ces activités, mais en tout cas, elles me nourrissent énormément, elles m'inspirent dans la découverte de qui je suis, en fait. J'ai des réponses à travers ça. Et je prends énormément de plaisir à mener ces activités, bien qu'elles ne m'apportent pas d'argent, mais elles sont essentielles pour moi et ouais, très inspirantes. Alors, pour moi, trouver sa voie, c'est pas forcément quelque chose de linéaire. C'est pas, il n'y a pas une finalité où on se dit que on sait quelle est la destination. Pour moi, ça veut dire plus être aligné avec qui on est, avec ses valeurs, avec ses principes, être léger dans son cœur. Oui, sentir qu'on est sur un chemin qui est juste pour soi, sans forcément voir très loin dans la destination. Mais c'est sentir qu'on est légitime là où on est, dans l'espace-temps où on évolue, avec une certaine forme de paix, de joie, d'enthousiasme, à vivre ce qui nous est proposé de vivre. Et donc, c'est pas forcément en corrélation avec un métier, avec un diplôme, avec une formation qu'on est en train de suivre ou qu'on veut suivre, avec un projet d'ordre professionnel exclusivement. Alors, pour moi, trouver sa voie, c'est être heureux, être libre d'être qui on est, être libre de pouvoir s'exprimer tel qu'on est, de se montrer au monde avec authenticité, vérité, alignement. C'est être en paix, c'est avoir la sensation d'être à sa place, même sans voir le bout du chemin, en fait. Enfin, je pense qu'au moins, on s'attend à quelque chose. Au mieux, c'est. Au moins, on a d'a priori ou de choses qu'on veut absolument vivre, etc. Au moins, on a ces attentes-là et au mieux, on peut trouver sa voie, en fait. Se laisser traverser par ce qui vient, être conscient de nos émotions. Déjà, ça, c'est un gros travail, je pense. Trouver sa voie, c'est d'abord ne pas se laisser guider par ses émotions. C'est pour ça que pour moi, trouver sa voie, c'est aussi se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Se connaître, ça passe par une introspection qui est
inéluctable, qui est obligatoire. On ne peut pas trouver sa voie en étant toujours en mouvement, en étant toujours en interaction avec autrui, en n'ayant aucun espace de réflexion, de méditation, d'introspection. C'est quelque chose dont la société nous écarte, mais qui est primordial si on veut trouver sa voie. Il faut savoir apprivoiser une certaine solitude, être bien avec soi, seul avec soi, n'avoir besoin de personne pour être bien. Je pense que déjà, ça, c'est un super critère. C'est le premier pas pour trouver sa voie, en fait. S'il n'y a pas ce travail d'introspection, s'il y a pas cette acceptation d'un moment de solitude, quel qu'il soit, hein, ça peut être un jour, une semaine, un mois, un an. Bon, moi, ça a duré pas mal de temps. Euh, c'est ça un petit peu enfin, c'est une certaine forme de sagesse, en fait. Donc, ouais, trouver sa voie, pour moi, ça va aussi avec la sagesse. Le fait d'être patient, d'apprendre la patience et de se dire que tout est juste dans ce qu'on vit et qu'il faut accepter ce que la vie nous propose, quel que soit ce qu'elle nous propose, en fait, puisque le hasard n'existe pas. Et donc, à certains moments, il faut aussi avoir cette humilité de se dire, bah là, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je veux faire, et se dire, bah, c'est OK, en fait. Et je pense que quand on arrive à cet état-là, bah, on est sur sa voie, en fait. On est sur son chemin. Puisque la vie, c'est le mouvement, donc rien ne dure. Donc les temps d'introspection, forcément, ça dure pas non plus. Mais il faut quand même accepter de les vivre. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et surtout, n'oublie jamais, ta voix est unique et tu es la seule personne à pouvoir la choisir. À très bientôt.